toutes, bonsoir à ceux qui nous suivent aussi en visio. Voilà, il y a un certain nombre de personnes en distanciel. Voilà, en tant que directeur de l'ISTR, de l'Institut de Sciences et Théologie des Religions, je suis donc heureux de vous accueillir ici à l'Institut catholique de Paris pour cette soirée approche de la normativité islamique, parcours et méthode. Bon, voilà, c'est un intitulé assez technique, mais bon, je pense qu'il va être éclairci par nos intervenants. Le 15 novembre dernier, Le Monde a publié un article intitulé « Comment l'étude scientifique de l'islam est sortie de l'ombre depuis les attentats djihadistes de 2015 ». Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà consulté. Ce long texte retrace l'évolution des études sur l'islam et le monde musulman avec des œuvres de grands orientalistes, puis l'introduction du concept d'islamologie, un concept qui n'est d'ailleurs pas sans poser quelques questions. Nous n'avons pas d'équivalent pour les autres religions, on ne parle pas de christianologie, à ma connaissance, à moins que... ni de judaïlogie, ou de... Bon, voilà, on peut essayer de faire des néologismes, mais en tout cas, vous voyez, c'est un concept qui peut poser certains problèmes. Et à une certaine désaffection française pour l'islamologie a succédé, selon l'article, plus récemment un regain d'intérêt dû aux événements parfois dramatiques en France, mais aussi dans le monde. Les événements ont en quelque sorte réveillé de leur torpeur le monde politique d'abord, et puis peut-être universitaire, sur ces questions religieuses. Et au-delà de l'islamisme et des actions violentes, c'est bien la visibilité de l'islam en France et de ses pratiques qui interroge et soulève de nouvelles questions. Dans quelques jours, nous commémorons les 120 ans de la loi séparation de 1905, de la laïcité. D'ailleurs, un colloque est organisé par le laboratoire de recherche Société, Religion et Laïcité, donc un laboratoire de l'EPHE-CNRS, les 9 et 10 décembre prochains. Donc, les musulmans en France, par leur visibilité sociale croissante, troublent quelque peu le paysage religieux français, jusque-là un peu plus tranquille. Donc, voilà, les questions se posent. Alors, on peut regretter que les études sur les religions fussent parfois délaissées par le monde universitaire. Peut-être est-ce le reliquat d'un certain mépris à l'encontre du phénomène religieux ou d'une sécularisation idéologique. Or, les religions et les phénomènes religieux ne déterminent-ils pas les cultures, les motivations profondes des peuples, et par là l'action politique et économique? Comment comprendre notre monde sans étudier ce qui motive les peuples et les personnes en profondeur et façonne l'imaginaire social? Alors l'ISTR que je dirige depuis quelques années tente bientôt, depuis 60 ans, depuis sa fondation, par Père Danielou et Bouillard, de maintenir non seulement une attention à l'étude des traditions religieuses, mais également de la manière dont on peut les penser dans leurs interactions, en recourant aux ressources du christianisme, bien sûr, mais également des sciences sociales. Alors pour terminer, avant de donner la parole à Cédric Belloc et à nos deux intervenants, Dominique Avon et Baudouin Dupré, permettez-moi de poser une dernière question. Finalement, comment définit-on l'islamologie? L'islam est-il abordé de manière émique, c'est-à-dire de l'intérieur, ou de manière éthique, de l'extérieur? Ou bien ne faudrait-il pas, et cela vaut pour les autres traditions religieuses, faire résonner le discours des sciences humaines et sociales avec les discours, disons, théologiques? Un discours extérieur critique avec un discours intérieur critique. Car la théologie procède toujours à une certaine critique interne. Un discours descriptif avec un discours normatif. Vous voyez, ces questions, me semble-t-il, sont importantes aujourd'hui pour saisir les phénomènes religieux dans leur globalité et pas seulement de manière à partir d'une seule perspective. Alors en vous laissant sur ces points d'interrogation, je vous laisse maintenant la parole, d'abord à Cédric Belloc qui va introduire plus précisément le thème de cette soirée. Merci. Merci Xavier, merci monsieur le directeur, mais le cadre donc, du débat, le contexte en tout cas du débat est posé, et merci pour cette référence à cet article récent effectivement dans Le Monde, cette double page qui évoque le renouveau de l'islamologie en France. Donc
Merci à tous de remplir la salle en ce mercredi soir, donc un peu plus d'une cinquantaine de personnes, ce qui est aussi à peu près le nombre de personnes, même un peu plus, 60 personnes dans le chat, enfin à travers le lien de visioconférence, donc on est un peu plus de 100, c'est très satisfaisant pour un mercredi soir, donc merci d'être là. Et pour aborder donc de manière académique un sujet qui agite souvent le débat général, politique et médiatique, et qui divise, qui est même assez clivant, on peut le dire ici, et d'ailleurs c'est Xavier qui l'avait formulé dans ces termes, que la question de l'islam, en particulier dans sa dimension normative, était un sujet assez clivant, y compris dans les milieux chrétiens. Et donc l'islam dans sa dimension normative qu'on va aborder ce soir, c'est-à-dire toute pratique ou énonciation d'un discours pour définir donc ce référent à des normes religieuses dans les champs rituels, moraux ou sociaux ou tout autre champ par extension. Et qui mieux que nos deux invités ici présents qui se sont consacrés chacun à leur manière depuis plus d'un quart de siècle à l'étude des discours et des pratiques religieux ou référés comme tels en contexte majoritairement musulman, donc à savoir Baudouin-Dupré et Dominique Avon, pouvaient nous éclairer sur ce sujet. Donc ils évoqueront d'abord leur parcours de recherche et nous éclaireront sur les raisons qui les ont amenés à forger leurs outils de compréhension des dynamiques normatives dans les sociétés à majorité musulmane, avant de répondre à quelques questions ouvertes en prise avec les débats académiques contemporains. Nous ouvrirons donc ensuite l'espace, bien sûr, des questions à l'auditoire en présentiel, comme les personnes qui sont ici à distance. Je vais donc commencer par présenter Baudouin-Dupré, qui est directeur de recherche au CNRS, rattaché au LAM, Laboratoire Les Afriques dans le Monde, de Bordeaux, après être passé par le CEMS, Centre d'études des mouvements sociaux de l'EHESS et d'autres laboratoires, et actuellement donc détaché au CFRJ de Jérusalem, où il boucle, pour ainsi dire, une boucle académique et biographique, puisqu'il est né il y a 60 ans, au temps du mandat jordanien, je crois, dans la même ville. Absolument. Voilà. J'en révèle déjà trop sur ta biographie, mais voilà, c'était important, je pense, à relever. Donc, à l'époque où donc, l'ambassadeur Dupré, son père, y entamait sa carrière diplomatique pour le royaume de Belgique. Comme pour d'autres chercheurs, sa carrière est redevable à l'existence du formidable réseau dont vous avez certainement entendu parler, des UNIFRE, Unités Mixtes des Instituts Français de Recherche à l'étranger, qui sont des co-tutelles, ministère des Affaires étrangères et CNRS, et qui sont au nombre de 27 à travers le monde. Et donc en particulier, pour ce qui concerne la trajectoire académique de Baudouin, les IFPO, pour ses longs séjours de recherche en Égypte, en Syrie, ainsi qu'au Liban dans une moindre mesure, des années 90 jusqu'en 2010, où il prend, donc à partir de 2010, la direction du Centre Jacques Bert pour les études en sciences humaines et sociales, donc à Rabat, au Maroc, et ce jusqu'en 2015, où j'ai d'ailleurs eu le plaisir de travailler à ses côtés. Donc il est l'auteur en son nom propre de 8 ouvrages, il a dirigé ou co-dirigé 10 ouvrages collectifs et signé plus de 150 articles en revue à comité de lecture. Il vient tout juste d'ailleurs de faire paraître De la charia au droit musulman, dynamique du positivisme en terre d'islam, c'est aux presses de Sciences Po, Dalloz, collection Humanité juridique. Il est tout juste disponible, c'est ça, dans les meilleures librairies. Mais il est tellement récent que même son auteur n'a pas pu encore avoir un exemplaire. Donc, de la charia au droit musulman, 10 ans après la charia, des sources à la pratique, un concept pluriel chez La Découverte, c'était en 2014. Et 20 ans après, un ouvrage qui marque le début de son approche méthodologique ou ethnométhodologique, justement, c'est ce qu'on va voir, du fait religieux musulman, le jugement en action, ethnométhodologie du droit, de la morale et de la justice en Égypte. C'était aux éditions Sedej Droz en 2006.
Donc, il a dirigé 3 programmes de recherche ANR, 2 de la mission Justice et Droit du ministère de la Justice. Il plaide pour une approche, donc c'est ce qu'on va voir, ethnométhodologique, qui saisit la norme, ce qu'il nomme des pratiques de référencement à l'islam, dans son contexte d'énonciation. Donc, nous y reviendrons dans la première question. Et je présente tout de suite Dominique avant de me tourner de nouveau vers Baudouin pour les premières questions. Donc Dominique est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain dans le même établissement, dans la même institution, donc, et après une décennie passée à l'université du Maine, au Mans, de 2007 à 2017, où il a, entre autres, coordonné le réseau EMED, H-E-M-E-D, un des premiers efforts de mise à disposition du savoir académique sur les religions en Méditerranée, à travers un site internet et des modules d'enseignement thématique au format vidéo et HTML. Ça, je le cite parce qu'on cite souvent les bibliographies, les ouvrages classiques, etc. Mais voilà, en termes de diffusion de la connaissance sur le sujet, finalement, qui nous intéresse en partie aujourd'hui, c'est intéressant. Donc c'est un des premiers projets de ce genre, après le projet RELMIN, sur le statut légal des minorités religieuses en Méditerranée, 5e, 15e siècle, qui a été dirigé par son collègue John Tolan. Donc sa thèse a porté sur une figure du jésuitisme et son HDR a porté, elle, sur les dominicains du Caire, qui sont familiers à la plupart des personnes ici présentes, donc qui a été publié plus tard sous le titre « Frères prêcheurs en Orient 2005 au CERF », donc il y a 20 ans. Et voilà, il a publié donc aussi et co-dirigé beaucoup d'ouvrages, donc 8 ouvrages depuis cet ouvrage Frères prêcheurs en Orient, et publié près d'une centaine d'articles aussi en revue à comité de lecture, et donc pour ce qui concerne les ouvrages, nous mentionnerons que les 2 derniers, donc l'histoire religieuse contemporaine chez La Découverte en 2022, et un opus magnum, puisque un petit peu plus d'1 millier de pages, La liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit aux presses universitaires de Rennes, c'était en 2020, qui a reçu le prix Édouard Bonafous de l'Institut de France, et dont la traduction arabe est en cours de parution. On en a déjà un exemplaire ici. Bon, il y a des questions de diffusion qui se posent, mais voilà, il a été traduit. En tout cas, le petit chapitre qui correspond plus spécifiquement à l'étude du monde arabe a été traduit donc précisément en langue arabe avec le concours de l'Institut français d'islamologie, et sera diffusé, donc on l'espère, en langue arabe, dans le monde arabe à partir de 2026. Ces objets principaux, et je terminerai là-dessus pour les présentations, sont constitués alors de nombreux objets, mais donc les institutions religieuses musulmanes, le clergé qui les dirige, leur rapport de force vis-à-vis d'autres institutions, les discours et écrits de ces clercs sous toutes leurs formes. Et donc, ce qui caractérise son approche, c'est la dissection, on va dire, au scalpel et sur une longue durée des discours et des écrits des clergés sunnites pour en faire apparaître, je dirais, les lignes de force, les thèmes récurrents, les arguments, les schèmes de reproduction, voire éventuellement de rupture, sur, donc bien évidemment, la production du discours normatif religieux musulman. Dans le dernier ouvrage cité, il va même plus loin en comparant les trajectoires et positions respectives des intégralismes des diverses traditions religieuses, donc pas seulement musulmanes. Intégralisme, donc notion qu'il a conceptualisée à partir de 3 critères, mais je laisserai éventuellement, dans le cadre du jeu de questions-réponses, développer s'il le souhaite. Donc, je l'ai dit, l'approche, si vous voulez, c'est une approche parcours académique et méthode. Et donc la première question à Baudouin-Dupré sera donc la suivante. On a parlé de votre trajectoire, donc l'Égypte et le Liban des années 90, où se pose notamment la question du pluralisme religieux. Mais vous en êtes venu à développer une méthode qui se détache un peu de l'étude stricto sensu des discours d'autorité religieuse, que je vais résumer en vous citant, finalement en citant un de vos ouvrages, Narrative
of Truth in Islamic Law, c'était en 2007 avec Annelise Moore et Barbara Driskens, où vous dites, donc je cite en anglais, on pourra résumer en français s'il le faut, on the one hand, there is legal truth, as it is told, produced, transformed and made relevant for legal purposes from within the legal system and its actual functioning. On the other hand, legal truth is also what is told about the law from outside the legal body. There are stories of what people think and say about legal happenings, and they are told in the performance of some other activity than the law for different practical purposes. Donc un pas de côté en quelque sorte par rapport à l'étude, disons, classique de la normativité telle qu'elle s'est classiquement développée dans les universités françaises et européennes. Donc c'est un résumé possible, hein, bien qu'incomplet, de votre approche du phénomène. Mais quand on regarde vos premières publications, on relève des productions qui relèvent plutôt d'une islamologie qu'on dirait classique. Je cite par exemple Autorité et consultation en islam, présentation et traduction annotée des commentaires de Fakhreddin al-Razi, Rachid Rida et Saïd Qutb sur 2 sourates du Coran dans les annales islamologiques qui sont d'ailleurs publiées par l'IFAO. Ça c'est en 95, donc au début de votre carrière. Et donc voilà, par ce préalable, je voulais vous demander pourquoi d'abord cet objet a-t-il aiguisé votre curiosité et ensuite pourquoi avoir opté pour cette ethnométhodologie, et même avoir forgé cette ethnométhodologie du droit et de la norme en contexte comme vous l'avez défini. Merci Cédric, merci à l'Institut catholique de Paris pour cette organisation et cette invitation. Je suis très touché d'être parmi vous et j'espère ne pas décevoir auxquels je vous attends. Et Cédric m'a facilité la tâche en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus de fausse pudeur. Vous connaissez mon âge, vous connaissez mon lieu de naissance, vous me connaissez apparemment mon sexe. Donc je peux parler librement et revenir à cette petite enfance, parce qu'elle est déterminante pour répondre à la question que Cédric a posée, à savoir la raison de cette fascination pour l'islam, et puis pour le droit, puis pour le droit musulman, ou la référence à l'islam dans le contexte du droit. Bon, il y a une dimension psychanalytique certainement dans mon intérêt et ma passion pour le monde arabe, je ne le nie pas. Il y a une dimension de belgitude aussi. On ne se prénomme pas Baudouin indifféremment. Et quand on est né à Jérusalem, qui plus est, Baudouin est d'autant plus indiqué que c'est le patronyme du 4e roi, du 5e, 6e roi de Jérusalem. Là, il faudrait que je refasse mes comptes, mais en tout cas, c'est Saint Baudouin le lépreux qui justifie mon nom. Circonstances heureuses certainement d'une part, circonstances un peu tragiques de l'autre. 6 ans après, mon père est assassiné au Maroc, et je suis avec lui. Et je pense que cette composition un peu particulière de ma biographie, que je n'ai pas trop de pudeur à vous révéler, est déterminante dans le choix de mon intérêt à un moment donné où mes études de droit, comme toujours les études de droit d'ailleurs, ou la plupart du temps, me paraissent particulièrement lourdes, encombrantes, peu intéressantes, fastidieuses. Et donc la fascination de l'islam à ce moment-là sauve mes études de droit et en même temps me dessine une carrière qui sera faite pour la thèse de doctorat d'une combinaison et du droit d'un côté et de l'intérêt pour l'islam de l'autre. Tout cela, ces études étant menées à l'Université catholique de Paris, ce qui n'est pas sans lien donc, avec l'institution qui nous héberge ce soir. Donc une soif d'Orient qui me conduit à aller étudier à l'Université américaine du Caire et à rencontrer un institut français qui, une fois n'est pas coutume, brille particulièrement, en tout cas brillant à mes yeux, constitue de mon point de vue un Graal en quelque sorte de la carrière de recherche que je veux mener. C'est le CEDEJ, le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, qui est implanté au Caire et qui à l'époque est aussi dans sa pleine majesté, je dirais. En tout cas, il rayonne particulièrement. Il héberge un nombre extrêmement important de chercheurs et est un véritable hub, un véritable centre de réflexion sur le monde arabe et musulman de manière générale.
Donc cette combinaison du droit et de l'intérêt pour l'islam et de l'apprentissage plus ou moins compliqué, évidemment, de la langue arabe, mais jusqu'à un certain point réussi, cette combinaison m'amène à choisir un sujet, un thème de thèse, pour ma thèse de doctorat, qui est à l'entrecroisement de ces spécialités, à l'entrecroisement de ces intérêts. Et cette thèse, qui a été publiée ensuite 5-6 ans après la soutenance chez LGDJ sous le titre « Au nom de quel droit le jeu des répertoires juridiques positifs et islamiques en Égypte contemporaine », cette thèse est en quelque sorte l'incarnation de la démarche que je construis à partir de ce moment-là, et des questions qui vont m'amener un peu plus tard à m'intéresser à ce qu'on appelle l'ethnométhodologie. J'y reviens dans un instant. Donc cette thèse, elle part d'une anecdote, et je pense qu'une anecdote est de loin ce qui a le plus de chances d'attirer votre attention, et puis d'un peu égayer l'atmosphère de cette soirée. Lors de mon tout premier séjour au Caire, je reçois la visite de quelqu'un de ma famille. On décide d'aller se promener au centre-ville, dans la Médina, Ouest al-Balad, pour ceux qui connaissent le pays et dans la ville islamique. Nous y allons, et bien entendu, nous déambulons. On est à la recherche de quelques cadeaux souvenirs pour mon neveu qui me rendait donc visite. On se promène dans les ruelles, on trouve quelqu'un qui propose de nous accompagner. On ne voit pas d'objection à cette proposition. Il nous emmène, on trouve un magasin, tout se passe bien, on achète des babioles. Et j'observe que le tergoumène, la personne qui nous emmène, connaît visiblement le propriétaire de l'échoppe, ou en tout cas un des commis, et négocie avec lui ce qui est plus que probablement la commission qu'il a droit. La soirée se passe. Désolé si je suis un peu long, mais ça expliquera beaucoup de choses du parcours et de son évolution. La soirée se passe, on se quitte, on échange les numéros de téléphone. Méfiez-vous d'échanger les numéros de téléphone, c'est toujours très très périlleux. En tout cas, je retourne chez moi, mon neveu s'en va avec les babioles qu'on a achetées. Tout se passe très bien. Une semaine plus tard, je reçois un coup de téléphone du dénommé Hani. Et Hani me dit, je me suis disputé avec mon père, est-ce que tu peux m'héberger? Qu'à cela ne tienne, Hani, ahlan wa sahlan, je suis encore dans l'époque peut-être orientaliste de ma vie. Et je pense que tout ce qui se passe en Égypte est forcément fascinant, exceptionnel, mérite l'attention et mérite mon engagement le plus total. Donc Hani vient à la maison. Je l'emmène manger une pizza, on discute, il est un garçon tout à fait sympathique par ailleurs. Le seul problème, c'est que le lendemain matin, j'ai une conférence très tôt le matin, enfin, qui m'oblige à me lever tôt le matin, avec d'ailleurs quelqu'un qui sera important dans ma vie, François Burga, qui est chercheur au Caire à l'époque. Et je dois donc me lever tôt, et Hani n'a aucune envie de se lever tôt, donc il me demande la permission de rester chez moi le temps de ma conférence et de me retrouver quand je reviens le soir, pas de problème. Sauf que le soir, je reviens et l'appartement est vide de Hani, mais vide aussi de certains objets qui m'étaient particulièrement chers, un appareil photo, un enregistreur, des choses qui m'étaient importantes aussi pour ma recherche. Et voilà que je fais l'expérience donc du Caire juridique, judiciaire, policier et carcéral, puisque je décide de porter plainte contre Hani, ce qui m'oblige à aller au commissariat d'abord de mon quartier, où j'habite, à Héliopolis, et puis ensuite je suis renvoyé au commissariat du lieu où j'ai rencontré Hani, le commissariat de la Gamaliya, au centre dans la vieille ville du Caire. Et je mène mon enquête, et j'observe plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas forcément ce que je cherche à l'époque. À l'époque, ce qui m'intéresse, c'est l'islam, avec un I majuscule, c'est l'islamologie, c'est la fascination de l'Orient, c'est Rodinson, c'est l'expérience exotique malgré tout, il faut reconnaître, et orientaliste, n'ayons pas peur des mots, mais ce n'est pas un orientalisme nocif ou méchant ou agressif. Et donc, ce que j'observe surtout, et ce qui me fascine, c'est
ce qui m'arrive une semaine plus tard, décidément tout se décline en semaines. Donc, une semaine plus tard, je suis appelé par le commissariat central du Caire et l'on me dit « Nous avons mis la main sur Hani, avec un complice à lui, et nous avons retrouvé vos objets. Veuillez venir au commissariat central pour reconnaître le suspect et reconnaître les objets qui vous seront alors restitués. » Ce que je fais, je reconnais Hani. Effectivement, je ne reconnais pas son complice qui n'était pas parti à l'opération, mais qui était juste un receleur et qui servait donc à écouler les biens. Je reconnais mes objets, je retrouve mes objets, et on me demande de passer dans le bureau du commissaire central, du commissaire principal. Ce que je fais, et à ce moment-là, clou de l'opération, ce qui justifie que cela constitue l'entame de ma thèse de doctorat et l'entame de mon premier livre, clou de l'affaire, je dis à un moment donné, je ne souhaite pas spécialement vengeance, et d'une certaine façon d'avoir retrouvé mes objets et que Hani ait passé quelques heures, une minute, pas plus sympathique que ça entre les mains de la police, ça me suffit. J'imagine que la leçon est bien reçue pour lui. Mais en tout cas, après avoir vu les commissariats de quartier et les geôles de ces commissariats de quartier, j'avais aucune envie que Hani, quel que soit le mal qu'il m'avait fait, se retrouve dedans. Et à ce moment-là, le commissaire, et c'est fascinant pour moi comme chercheur à l'époque, le commissaire me dit, si nous étions dans un État islamique, il devrait avoir la main coupée. Il n'a qu'à s'estimer bien heureux que nous soyons en République arabe d'Égypte. Et à partir de là, je construis, heureusement sur d'autres matériaux aussi, mais je construis mon propos sur ce jeu des répertoires juridiques positifs, le droit égyptien, et islamique, si nous étions dans un État islamique. J'essaye d'explorer les relations qu'entretiennent ces deux répertoires normatifs. Et je pense que je mène une recherche honorable qui est concrétisée donc dans ce livre. Et une recherche qui de plus en plus s'intéresse non pas aux règles telles qu'elles sont formulées de manière abstraite, mais aux règles telles qu'elles sont mises en œuvre, interprétées et pratiquées dans la vie juridique et judiciaire concrète de tous les jours. Et c'est quand je suis à la recherche des solutions qui me permettent de décrire, d'analyser et de décrire ce jeu des répertoires juridiques positifs et islamiques, que je me dis, tout se joue dans le langage, mais pas n'importe quel langage, mais un langage en interaction, un langage en situation, un langage en contexte. Et c'est là que je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la pragmatique linguistique, c'est-à-dire comment le langage n'est pas seulement un ensemble de normes édictées par une grammaire, mais comment le langage est une question de pratique, une question qui s'organise dans le cours des interactions quotidiennes. Et par ce biais-là, je rentre au contact de la sémiotique juridique, et je rentre un peu plus tard en contact avec l'ethnométhodologie, et particulièrement l'ethnométhodologie du droit. Et comme je veux quand même laisser la parole à Dominique à un moment donné, je vais juste clore ce premier propos de ce soir en disant qu'est-ce que l'ethnométhodologie ? L'ethnométhodologie, c'est un terme barbare pour dire une chose en fait extrêmement simple. Et on y a fait légèrement allusion en présentation générale du séminaire de ce soir. C'est un mot composite, ethno, méthodologie, méthode, ethnométhode, c'est-à-dire les moyens utilisés par tous les membres d'un groupe social, l'ethnométhodologie, pour faire sens de leur environnement, interagir les uns avec les autres et réaliser leurs actions de manière compréhensible, c'est-à-dire de telle manière qu'elles puissent être reconnues pour ce qu'elles sont par les gens avec qui on interagit. Donc l'ethnométhodologie, ce n'est pas une méthodologie tout à fait obscure. L'ethnométhodologie, elle peut se comprendre comme on comprend l'ethnobotanie ou l'ethnomusicologie, c'est-à-dire la façon de pratiquer un raisonnement, mais l'ethnométhodologie, c'est les raisonnements en général dans toute leur diversité, c'est pas seulement le raisonnement botanique ou le raisonnement musicologique, et c'est la façon propre à un lieu donné, à un groupe donné, de raisonner, de faire sens d'une situation, d'interagir, de se faire comprendre
et de mener à bien les actions dans lesquelles on est engagé à un moment donné. Donc ethnométhodologie juridique, c'est finalement s'intéresser à la façon de faire qu'ont les différents protagonistes du droit, que ce soit les juges, les avocats, les parties, les journalistes du monde juridique et judiciaire, toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sont en contact avec le droit et ont des raisonnements par rapport au droit qui sont propres au contexte dans lequel elles s'insèrent. C'est ça l'ethnométhodologie juridique. Donc il s'agit pour moi, et je conclus vraiment là-dessus, il s'agit pour moi, dans le contexte égyptien qui est le mien, qui est celui de mes recherches à l'époque, il s'agit de voir comment, dans la situation propre au procès, je m'intéresse particulièrement à des procès, comment dans ces situations, les gens font référence à des règles, transforment ces règles, les interprètent, les contournent, les violent, ils font infraction ou au contraire prétendent en avoir une interprétation littéraliste. Bref, comment la question de la règle de droit dans un contexte musulman et particulièrement un contexte où il est parfois fait référence à l'islam ou même souvent fait référence à l'islam, comment cette règle de droit n'est pas seulement une question d'énonciation formelle, mais est une question de pratique, de mise en œuvre, de réalisation concrète et nécessairement donc contextuelle. Je passe la parole à Dominique sur ça. Merci Baudouin. J'avais prévu de relancer, donc pour garder le fil, disons, méthodologique, mais on pourra le faire juste après. Donc, soit Dominique peut rebondir immédiatement sur ce que dit Baudouin, soit je peux, comme je l'ai fait pour Baudouin, dire quelques mots de votre début de parcours, et puis ensuite vous enchaînez. Et j'en profite juste pour faire un test avec les maintenant 78 personnes qui nous ont rejoints donc, en visio, parce qu'il semblerait qu'il y ait des petits problèmes de son. Est-ce que là, quand je parle comme ça, face au micro et un peu plus fort, vous m'entendez? Certains se plaignent d'avoir ni son ni image, d'autres un peu. Là, c'est bon? Donc en face du micro, comme ça, et en parlant un peu fort. Très bien. Oui, donc... s'agissant effectivement, bon, pourquoi on a réuni ces deux chercheurs, c'est que les approches sont à la fois différentes, mais peuvent être complémentaires. Les objets sont... L'objet générique, disons, la norme, est le même, mais après, donc, les espaces d'enquête sont effectivement légèrement différents, et de ces similarités et de ces dissemblances peuvent naître une forme de compréhension heuristique, quoi, de la norme islamique. Donc l'Égypte et le Liban des années 90, c'est la question du pluralisme religieux, c'est un petit peu le contexte où vous développez votre intérêt pour le sujet. Vous commencez, on l'a vu, par vous intéresser à ce qui peut bien être l'activité de religieux catholiques dans un espace à majorité musulmane. Enfin, d'abord le jésuite et puis ensuite, je l'ai dit, votre HDR sur les dominicains du Caire. Ce qui interroge directement les conceptions, donc, j'imagine, du pluralisme dans le contexte donc, égyptien du milieu des années 90. Par ailleurs, donc, c'est aussi, je crois, votre expérience d'enseignement dans le Liban post-guerre civile qui stimule votre intérêt pour le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus jusqu'à donc, comme l'a fait Baudouin, nous indiquer comment cette expérience se transforme en objet d'étude et les outils que vous déployez pour aborder ceux ou ces sujets brûlants, à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs, et puis bien sûr pouvoir librement commenter ce que disait Baudouin. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec Baudouin qui a dirigé un ouvrage dans lequel j'ai eu l'honneur de publier il y a 2 ans et je suis très heureux d'être à cette table. Alors, mon chemin est un peu inversé par rapport à celui de Baudouin, puisque moi je ne travaille pas du tout sur l'objet islam avant de vivre dans le monde arabe
et d'avoir une expérience d'enseignement. Donc c'est en 1992 que ça a commencé, des classes de 42 élèves de 15 ans. 6 jours sur 7, le lycée ouvrait à 7h du matin, il fermait à minuit le soir, et les cours se terminaient à 3h l'après-midi, mais après on faisait des activités avec les élèves. Et pendant l'été, entre les 2 années, je suis resté en Égypte, je n'ai pas voulu revenir en France, c'était mon service national. J'ai encore fait des activités avec les élèves, on a écrit un petit livre ensemble. C'est-à-dire que, voilà, moi c'est d'abord par cette expérience de terrain sans aucune connaissance préalable que je me suis intéressé au monde majoritairement musulman, y compris avec cette minorité copte et démographique et juridique qui faisait partie du tableau dans les classes. Hein. Il y avait à peu près, là c'était 20% et 80% ou 30%, 70%, c'est-à-dire beaucoup plus important que la moyenne nationale dans les salles de classe. Et cette vie commune, cette vie partagée, à la fois en classe et dans les activités, sur 22 mois, a été vraiment un marqueur très important dans mon parcours. Il se trouve que parallèlement, je commençais un DEA et une thèse qui n'avait absolument rien à voir avec l'islam. Et la chose très importante dans mon parcours, c'est que je n'ai pas choisi mon sujet de DEA et mon sujet de thèse. Ça, c'est une grande chance. Pourquoi ? Parce que justement, je ne savais pas ce que j'allais trouver dedans. Et ça nourrit ma démarche. En fait, j'ai une démarche qui est une démarche inductive. Je prends les sources comme ça, je les relie à d'autres sources, et après je vois ce que ça donne. Je ne parle jamais de catégories et de modèles préétablis, mais je prends les dossiers, et puis au bout d'un moment, ça se lie les uns les autres, et ça prend forme, ça fait sens à partir de du matériau sur lequel je travaille. Alors, quel était ce matériau-là? Encore une fois, que je ne connaissais pas. Moi, je savais que je voulais faire et de l'histoire religieuse, et j'étais intéressé par les relations internationales. C'était le portrait d'un jésuite français qui avait été chassé de la métropole par la loi sur les associations de 1901, qui obligeait les congrégations religieuses à demander une autorisation que la compagnie de Jésus n'a pas voulu demander, en se disant qu'elle ne serait pas reçue favorablement. Et donc les jésuites ont dû quitter le territoire français. Lui avait 20 ans à ce moment-là, et il nourrit un ressentiment à l'égard du cadre républicain laïque. Donc je découvre ça, je découvre également tout l'arrière-plan doctrinal et idéologique, et je comprends en fait le modèle du catholicisme intégral à travers lui, mais je n'avais pas le modèle en amont. Je le découvre avec la pièce, c'est-à-dire et ce qu'il fait, ce qu'il lit, les engagements qu'il a pour refaire catholique la France. C'est-à-dire le projet est refaire catholique la France en ciblant les aînés, c'est-à-dire toucher les élites, pas simplement les élites intellectuelles, mais également les élites de caractère. Donc il est aumônier militaire pendant la Grande Guerre. Ensuite, il participe à la fondation de la route des scouts de France. Et dans l'entre-deux-guerres, il s'intéresse aux catholiques dans les écoles d'ingénieurs, etc., etc. De tout ce parcours, de ce jésuite qui s'appelait Paul Doncoeur, je comprends en fait ce que signifie le ressentiment à l'égard d'une violence qui naît avec la violence révolutionnaire et la construction d'une contre-société catholique et d'un contre-système catholique qui s'atténue au milieu du XXe siècle. Pour lui d'abord, à la suite de ce qui se passe pendant le second conflit mondial, comme ce n'est pas mon sujet ce soir, je ne vais pas développer, mais à l'échelle de l'Église catholique, avec les inflexions décidées par Pie XII au début des années 50, 53, 55, notamment dans une fameuse conférence devant les juristes italiens, où on assiste à une sortie du modèle thèse-hypothèse. Alors je résume pour ceux qui ne sont pas au courant de cette conception des rapports entre la thèse et l'hypothèse. Au moment du premier concile du Vatican, le modèle de la société catholique, c'est un catholicisme intégral, et Dupanloup, qui est un des évêques français de l'époque, dit, bon, il y a l'idéal, ça c'est la thèse, et puis il y a la réalité sociétale, qui n'est pas une société intégralement catholique avec un régime catholique et des droits spécifiques pour l'Église catholique qui la place vraiment
hors des cadres, et ça c'est l'hypothèse. Et ce modèle-là, en fait, est en partie abandonné, en tout cas au niveau du magistère de l'Église catholique, au milieu du XXe siècle, et après, avec le Concile Vatican II, d'autres ouvertures se font. Mais l'étude de ce parcours-là me permet de saisir un certain nombre de choses. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que je suis passé ensuite à l'étude des rencontres et des dialogues et des relations entre dominicains qui s'étaient établis au Caire, qui relevaient dans la famille dominicaine, pour certains de la même matrice, notamment dans le milieu mauritanien, le catholicisme intégral était dans les années 20-30 une valeur fondatrice, et qui ensuite découvre une autre forme d'intégralisme, mais cette fois-ci du côté musulman, et donc se positionne en disant, mais si on est intégralisme face intégralisme, il n'y a qu'une issue, c'est de se taper dessus, quoi. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formules qui permettent de vivre ensemble un peu différemment? Donc, il y a une vraie question qui est posée ici. Et apprenant la langue arabe, alors d'abord le dialectal égyptien, et puis ensuite en vivant au Liban et en fréquentant, enfin en allant dans différents pays du monde arabe pour des séjours ou de recherche ou de linguistique ou universitaire, et puis en faisant des études complémentaires, notamment à l'INALCO, mais également à l'Université de Montpellier. J'ai travaillé ensuite sur les sources en langue arabe pour évoquer, cette fois-ci, ou des individualités, ou des groupes, de la même manière que j'avais travaillé sur les jésuites ou des jésuites et des dominicains. Eh bien, j'ai travaillé sur le Hezbollah, parce que j'avais vécu au Liban, sur les Ahbash, là encore parce que j'avais vécu au Liban, et puis ensuite sur les frères musulmans, où je me suis intéressé également à des figures intellectuelles musulmanes qui n'étaient pas intégrales, mais qui essayaient de rompre avec ce modèle intégral, et qui disaient on peut être pleinement musulman, mais sans adopter ce type de système-là, c'est-à-dire en disant véritablement ça, on ne fait pas. On ne fait plus, on abroge ce genre de règles ou ce genre de normes. C'est le cas par exemple du petit frère de Hassan el-Banna, Gamal el-Banna, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2012 pour une très longue interview, un entretien. Et 2 jours après, j'ai rencontré Hassan Hanafi, avec lequel j'ai fait également un long entretien pour essayer de comprendre un certain nombre de choses là. Alors ce parcours de recherche, mais qui va m'amener à développer dans la seconde question, si j'ai bien compris, justement ce rapport à la modernité, et dans le catholicisme et dans l'islam sunnite principalement, même si j'ai un peu travaillé sur l'islam chiite avec le Hezbollah, à essayer de voir comment ça s'était construit et vécu et décliné au cours des 2 derniers siècles. Beaucoup de choses se jouent dans les 2 derniers siècles. La structure d'opposition à la modernité qui fait que des élites religieuses s'estiment déclassées sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'énonciation du droit, sur le plan de l'exercice du droit. Comment font-ils pour rester dans la société, rester acteurs de la société et négocier leur rapport à la doctrine dans un contexte qui est un contexte qui n'est plus celui où ils avaient la main sur tout? Merci Dominique. Donc effectivement c'est selon le parcours qu'on avait prévu de faire ensemble et de continuer à cheminer donc sur comment se construit un objet, parcours biographique et puis problématisation et comment aborder un sujet de recherche complexe. Finalement donc j'aurais à ce stade une question en miroir, presque 2 questions, mais enfin une question en miroir pour chacun d'entre vous. Autour, on va dire, de la notion de sécularisation ou non, justement, des sociétés à majorité musulmane à ce moment-là. D'abord, juste au plan méthodologique, est-ce que, un petit peu en amont de la question, est-ce que Baudouin, c'est pas une manière pour vous, je précise, on se tutoie dans la vie normale, ainsi qu'avec Dominique, mais pour ne pas exclure le public, je vous vois, voilà. Mon principe, ma méthode, on va faire comme ça, on va continuer, même si moi-même ça me fait un peu bizarre, mais je vais essayer de persister. Donc,
est-ce que c'est déjà une manière de renvoyer dos à dos la fitna, j'ai envie de dire, académique, universitaire, entre les tenants des sciences sociales, de l'étude du fait religieux musulman et de l'islamologie stricto sensu? Ou au contraire de dresser une passerelle entre ces deux approches relativement clivées à l'époque, les choses changent, mais c'est relativement récent. C'est-à-dire que les sciences sociales de l'étude dans les sociétés à majorité musulmane des sociétés à majorité musulmane ont fait florès après la chute de l'orientalisme, et on a l'impression en fait que c'est comme ça un espèce de jeu de vase communicant. L'islamologie est en train de renaître, comme le précise cet article du Monde, mais ça semble être au détriment des sciences sociales, enfin selon certains. Donc déjà, voilà, est-ce que c'est déjà dans cette dynamique-là que vous inscrivez, voilà, vous essayez de voir à côté de ces deux grands champs comment on peut aborder le sujet? Et puis de manière un petit peu plus précise, donc sur la notion de sécularisation, je disais, est-ce à dire, donc selon ce que vous avez dit au début, votre méthode d'approche, pas de côté sur la manière dont s'énonce la norme, est-ce à dire que selon vous, donc, avec les processus de sécularisation, l'énonciation de la norme par l'autorité religieuse a perdu, en contexte musulman, de sa force de persuasion, de son caractère performatif, je dirais, et enfin en tout cas si tel est le cas, parce qu'au même moment, par exemple, j'ai en tête des études telles que celles de Charles Hirschkind sur les cassettes. À l'époque, on n'est pas encore sur des CD et même a fortiori pas encore de l'Internet. Les cassettes, la diffusion des cassettes des sermons en audio, et comment elle diffuse finalement le discours religieux, la norme religieuse en milieu populaire en Égypte. Et donc, après, a fortiori, avec l'avènement de l'Internet, à partir du début des années 90, un nouvel espace s'ouvre pour la diffusion de la prédication religieuse islamique stricto sensu, comme des autres d'ailleurs types de prédication religieuse du reste. Et donc, voilà, est-ce que cette dynamique finalement et cette approche qui est la vôtre et cette dynamique de sécularisation rend finalement caduque l'approche du fait religieux et du discours religieux et de l'énonciation de la norme en tant que telle qu'elle a pu se développer dans l'islamologie classique? Il y en a qu'un seul, c'est effectivement. Bon, sur la question des relations entre islamologie et sciences sociales, d'une certaine façon, je crois à l'unité des deux façons de traiter l'objet. Et j'ai proposé une formule qui peut-être vous satisfera, qui est celle d'un passage de l'islamologie juridique, dans mon cas, à une anthropologie du droit dans les sociétés musulmanes. Et c'est évidemment ce passage-là qui permet de voir que, d'une part, la règle islamique, la norme islamique, continue à avoir une importance majeure quand on s'intéresse à ce type de phénomène, et que par ailleurs, la façon de se saisir de la norme islamique et surtout de décrire la façon dont elle est saisie par les gens auxquels on s'intéresse, là, cette façon-là a besoin des sciences sociales pour affiner son regard. Une fois que j'ai dit ça, c'est un propos un peu lénifiant, donc personne ne sera fâché après l'avoir entendu, mais je n'ai pas non plus été très très loin. Mais ce qui me semble clair, c'est que aussi bien l'islamologie et l'islamologie juridique que les sciences sociales et les sciences sociales de l'islam souffrent de handicaps qui sont en quelque sorte le reflet l'un de l'autre. Je veux dire par là que du côté de l'islamologie, et je joins à l'islamologie, la doctrine juridique en général, parce qu'il y a beaucoup de points de convergence entre ces deux façons de penser. Du côté de l'islamologie et du côté de la dogmatique juridique, il y a un excès de formalisme dans le traitement de la règle, qui
il y a une conception de la règle qu'on hypostasie en quelque sorte, mais dont on ne regarde pas la façon dont elle est ni interprétée, ni mise en œuvre, ni pratiquée, ni comprise, ni mal comprise, ni contournée, etc. Donc un excès de formalisme qui est évident dans le cadre de la doctrine juridique, mais qui est aussi assez manifeste dans le cadre de l'islamologie juridique à laquelle je m'intéresse. Et puis de l'autre côté, du côté des sciences sociales, il y a certainement un sociologisme qui consiste à dire, s'agissant de la question du droit, que les règles, finalement, les règles juridiques n'importent pas. Ce qui compte seulement, c'est le comportement des gens. Ce qu'ils font des règles, finalement, la règle n'est que de l'encre sur du papier et qu'elle n'a aucune importance. Alors que ce que mon observation constante m'a montré, c'est que dans le droit, la pratique du droit, la règle est centrale, quand bien même elle serait contournée, ignorée, violée. C'est comme si on me disait, c'est comme l'arbre quand on conduit une voiture et qu'on est amené à grande vitesse à l'éviter pour ne pas le percuter. On ne peut pas dire que l'arbre est indépendant de l'action qui a consisté à contourner l'arbre, même si finalement on n'a pas touché l'arbre. Il y a de la même façon, prétendre que la règle de droit ou la règle islamique est extérieure à la pratique des gens, c'est ignorer qu'elle est en même temps centrale dans leur mode de construction, de construction de leur raisonnement. Que ce soit, une fois de plus, aussi bien pour la mettre en œuvre et l'interpréter, que pour la contourner ou la violer. On ne viole pas une règle s'il n'y a pas de règle à violer. On ne contourne pas une règle s'il n'y a pas de règle à violer. On ne contourne pas un arbre s'il n'y a pas un arbre à contourner. Eh bien, c'est dans ces deux contestations, en quelque sorte, que je nourris, l'une contre le dogmatisme de l'islamologie juridique, l'autre contre le sociologisme des façons du réalisme américain, pour celles qui connaissent l'histoire de la pensée juridique, où finalement la règle de droit n'importe pas, ceux qui sont à prendre en considération les comportements des gens, et ces comportements sont indépendants de la règle. Ces deux extrêmes sont à mon avis particulièrement contestables. Et c'est pourquoi je propose une attitude qui est, pour revenir à ce qui a été dit en tout début, en introduction, une attitude qui est plutôt émique qu'éthique, mais là aussi, on ne va pas se satisfaire des oppositions simples entre l'émique et l'éthique. On va voir comment, et c'est là que je reviens à mon ethnométhodologie, comment en contexte, en situation, les gens se situent par rapport à la norme et en sorte de pouvoir l'interpréter, la mettre en œuvre, la contourner et donc avoir des pratiques de la norme. Et ça nous révèle des choses qui sont extrêmement différentes de ce qu'on aurait pu supposer en partant de l'énoncé de la règle islamique. En islam, la dot, plutôt le don nuptial est ceci. Et on a à ce moment-là la liste des auteurs de doctrine de fiqh, de doctrine juridique islamique, dont on peut faire l'énoncé et qui vont nous dire que le don nuptial doit être compris de telle et telle façon. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que l'observation des pratiques d'un tribunal de banlieue en Égypte, en banlieue du Caire, nous révèle une conception du don nuptial qui est complètement différente de cette conception dogmatique initiale, quand bien même la règle reste étroitement centrale dans le raisonnement que les gens peuvent développer à son sujet. Et c'est toute l'opération, qui est ce qu'on appelle dans mon jargon une respécification, consiste à dire la question ne se pose pas en généralité, la question ne se pose qu'en contexte, dans la description de ce que font les gens, dès lors qu'ils sont amenés à se saisir de la référence à l'islam et de la référence au droit. Dernière chose, une fois de plus, pour ne pas empiéter sur le temps de Dominique, cette façon de traiter le droit, la règle de droit et la référence à l'islam dans le contexte du droit m'a amené à identifier un mécanisme qui est un mécanisme observable dans le cours de l'histoire, et je reviens à ce que disait Dominique justement, à ces 2 derniers siècles qui sont fondamentaux dans la compréhension de l'évolution des sociétés musulmanes ou vivant
à l'ombre de l'islam, on dirait en anglais Islamicate. Ce mécanisme, c'est ce que j'appelle, c'est contestable, plutôt que sécularisation, qui m'embête à beaucoup de points de vue. Le problème de la sécularisation, c'est qu'on est quand même dans des sociétés où la référence religieuse est massive. Alors parler de sécularisation en contexte de référence religieuse massive est paradoxal, même si évidemment Talal Assad et son école ont bien des justifications et des explications pour nous dire que c'est une sécularisation, même si elle n'en a pas tout à fait les apparences. Moi, je préfère avoir des termes plus clairs et je propose celui de positivisation. Positivisation qui est une façon de considérer le rapport aux normes, et pas seulement aux normes juridiques. Les normes scientifiques, les normes morales, les normes religieuses, les normes politiques, les normes... Et on peut en faire l'exploration systématiquement, et on observera que dans un laps de temps assez variable, selon les pays dont il s'agit, du début du 19e siècle dans l'Empire ottoman et en Égypte jusqu'au début du 20e dans le cas marocain, même si de nouveau il faut nuancer le propos, il y a un véritable phénomène de positivisation qui est observable et que le droit sert de lentille par excellence pour l'étude de cette positivisation. Pourquoi lentille par excellence? Parce qu'évidemment, il y a, et c'est le sujet du dernier livre que j'ai commis, il y a véritablement rencontre, si on veut, de la norme islamique et du droit positif, et c'est en fait transformation de la norme islamique en droit positif. Et c'est pour ça que j'intitule ce livre de la charia au droit musulman. C'est parce que pour penser la charia en tant que droit musulman, il faut qu'il y ait une transformation profonde qui se soit opérée. Ce ne sont pas de simples synonymes, loin de là. La charia, c'est à la fois bien plus et bien moins que du droit. Et le droit musulman, c'est une façon de considérer la charia à travers une grille de lecture, qui est une grille qu'on peut appeler la grille de la positivisation, que d'aucuns appellent la grille de la sécularisation, mais une fois de plus, je suis mal à l'aise avec ce terme qui ne me semble pas recouvrir l'ensemble du phénomène dans toute sa variété. Merci de ta patience, Dominique. Merci Baudouin. Donc, je rappelle le sous-titre du livre qui est cité, Dynamique du positivisme en terre d'islam. Donc une tendance longue et lourde, enfin en tout cas une dynamique actuelle vers la positivisation du droit et des références à l'islam. Alors, bon voilà, je garde un petit peu ma dynamique de jeu de questions en posant en quelque sorte à Dominique l'inverse de la question que j'ai posée à Baudouin, en miroir donc de sa question, c'est-à-dire que étudier pour vous le contenu des productions théologiques et des discours autorisés en matière de normes islamiques ou présentés comme tels et pointer leur caractère édifiant, ne revient-il pas, donc dans les sociétés à majorité musulmane, à considérer finalement que ce que la sociologue du religieux Daniel Hervieux-Léger a identifié comme une autonomisation et une individualisation du rapport à la foi dans le christianisme ne s'appliquerait pas au moins aux sociétés à majorité musulmane, autrement dit qu'il y aurait une sorte d'exceptionnalité musulmane au cœur même de la postmodernité. Donc ce que tendrait à contester Baudouin. Mais je ne sais pas justement précisément si c'est ce que vous dites dans vos recherches. Merci beaucoup. Je crois qu'on est très près avec Baudouin. Je vais passer par 3 points. Le premier, moi je ne suis pas rentré, comme je vous l'ai expliqué, ni par les sciences sociales, ni par l'islamologie, que je qualifie, lors de l'inauguration de l'IFI, j'ai expliqué ce que j'entendais par la spécialité qui s'appelle islamologie. Ce n'est pas une discipline, mais c'est une spécialité qui utilise différentes disciplines, dont l'histoire, dont la sociologie, mais ce n'est pas une discipline en tant que telle. Elle a un objet particulier et il faut situer, relativiser cet objet. Ça, c'est pour répondre à votre introduction. Je pourrais vous envoyer l'article. Donc, j'ai pas théorisé ce rapport islamologie-sciences sociales parce que je ne suis pas rentré par là, je suis rentré par l'histoire religieuse. Et une histoire religieuse que j'ai voulu comparer. Et quand je dis je ne suis pas loin de Baudouin-Dupré, je prends un exemple d'un article que j'ai écrit sur la représentation du figuratif. J'ai travaillé sur les textes normatifs qui disent, a priori, on ne représente pas le figuré, c'est-à-dire
Et j'ai montré comment ces mêmes oulémas qui enseignent ça, c'est-à-dire l'interdit de la représentation, enseignent les moyens juridiques de la contourner, parce qu'il y a des intérêts qui font primer la nécessité de le représenter, y compris... alors, ils ne vont pas jusqu'au prophète de l'islam lui-même à l'époque, dans ces 20 dernières années, mais ils ont fait sauter tout un tas de barrières, c'est-à-dire ils ont fait sauter, par exemple, les dernières barrières, c'était pouvoir faire des séries télévisées sur les compagnons du prophète de l'islam, y compris Omar, alors qu'il y a 50 ans, ce n'était pas possible. Mais donc, aujourd'hui, c'est possible, mais pour des raisons pratiques. Donc, on est tout à fait dans cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on a bien la règle, et en tant qu'alim, on peut enseigner, ou fakir, on peut enseigner les moyens de contourner la règle avec d'autres outils, ou avec les mêmes outils, mais pour un autre intérêt. Donc, il y a une souplesse liée au contexte, effectivement, là-dedans. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne me sens pas du tout en opposition avec ce que Baudouin a dit. Le second point, sur la question de la sécularisation. En français, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des termes qui sont différents pour dire des choses différentes. On a le terme sécularisation, qui est le plus souvent en histoire religieuse, notamment, l'outil qui nous sert à décrire comment des membres d'une société se détachent de prescriptions religieuses, en matière de mœurs, en matière de loisirs, en matière d'activité économique, en matière de... Ça, c'est un processus de sécularisation, c'est-à-dire sur tout un tas de sujets, en matière de pratiques sexuelles, en matière de... C'est tout ce qui compose. Ça, c'est la sécularisation. La laïcisation, c'est le processus par lequel l'État, et donc y compris tout ce qui relève du droit, se détache de manière plus forte et rompt, dans certains cas, avec toute forme d'autorité religieuse qui dirait que ça c'est au-dessus d'eux. Donc c'est un autre terme, mais qui dit donc deux choses différentes. Et sécularisation et laïcisation ne marchent pas forcément de pair. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez un État qui est laïque, en tout cas au niveau fédéral. C'est beaucoup plus compliqué au niveau des États fédérés, puisque tout au long du XIXe siècle, il y a des États fédérés qui disent que pour être fonctionnaire, il faut appartenir à telle église. Mais au niveau de l'État fédéral, il y a une séparation entre le politique et le religieux. D'accord ? Mais la société n'est pas sécularisée, ou en tout cas, elle l'est beaucoup moins que des sociétés qui sont des sociétés européennes. Donc vous distinguez ici sécularisation et laïcisation. Ce qui m'amène à mon troisième point, le discours religieux là-dedans. Eh bien, la mouvance intégrale, qu'elle soit catholique, qu'elle soit sunnite, qu'elle soit juive, qu'elle soit... La mouvance intégrale dit on a de la perte, et face à la sécularisation, et face à la laïcisation. On a de la perte, nous, on a un modèle complet, qui est un modèle complet, et pour l'être humain dans tous les aspects de sa vie individuelle et collective, mais aussi pour la société en tant que corps. Intégral, c'est intégrité et c'est englobement. D'accord ? Ça signifie trois critères, enfin on peut le définir par trois critères. S'il y a conflit entre l'autorité politique et l'autorité religieuse, pour une figure intégrale, qui doit l'emporter ? C'est la figure religieuse, d'accord ? C'est l'autorité religieuse. Quand il y a un conflit entre une autorité scientifique et une autorité religieuse, qui doit l'emporter ? C'est l'autorité religieuse. Exemple, Al-Rachid de Lida dit, je donne des cas concrets, Al-Rachid de Lida dit, écoutez, on peut travailler sur le religieux chrétien, sur le religieux machin, mais si vous voulez aborder le texte coranique et le hadith, ça ne vous touchez pas. Il faut le situer hors de tout le repère. C'est dans le commentaire du Manar, vous trouvez ça. Donc il dit, ça sort du champ du scientifique. C'est hors des mains du scientifique. On aborde ce corpus-là uniquement à travers les sciences islamiques. Voilà, il dit, en dernier recours, c'est l'autorité religieuse. En ce sens, il tient bien un discours intégral de ce point de vue-là. D'accord ? Et puis, le troisième point, le troisième critère qui définit l'intégral, c'est qu'il dit, moi, je suis en lien direct avec Dieu, et donc la communauté que je représente a plus de droits que les autres. Parce que ces droits, ils ont été énoncés par... Alors, ça peut avoir différentes modalités, ou les droits de l'Église d'un côté, quand le magistère de l'Église catholique revendique des droits pour l'Église, c'est bien au cours du XIXe notamment, et dans la première moitié du XXe siècle, c'est bien au nom d'une vérité. Et quand Et-Toussouli, un savant marocain au milieu du XIXe, dit
il n'y a pas à chipoter. Hein. Si c'est Dieu qui dicte la loi, ce que les ulémas enseignent, c'est la loi qui vient de Dieu. Donc, Khitab Shara, c'est Khitab Allah, c'est la même chose. Donc on ne discute pas et vous ne le touchez pas. D'accord ? Alors, une fois qu'il y a ce cadre modélisant qui est venu, encore une fois, d'une démarche inductive, je ne suis pas parti du modèle, hein. Je suis venu à ce modèle à partir de la démarche inductive. Quand on compare, on s'aperçoit que les temporalités ne sont pas les mêmes. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Les temporalités ne sont pas les mêmes. Je vous ai dit que dans le catholicisme intégral devient beaucoup moins fort à partir des années 50, alors que dans l'entre-deux-guerres, il est très fort. Quand vous avez en Autriche un chancelier qui s'appelle Monseigneur Seipel, c'est-à-dire vous avez un archevêque qui est à la tête d'un État autrichien, on est bien dans un modèle catholique intégral. Hein. Mais aujourd'hui, en Autriche, ce n'est plus du tout le cas. Donc c'est fini. Pour l'Autriche, en tout cas, c'est fini. En revanche, dans l'histoire de l'islam, la temporalité n'est pas la même. Il y a la même structure, je discerne la même structure, mais la temporalité n'est pas la même. Les ulémas sont disqualifiés vraiment à partir du milieu du 19e siècle, de plus en plus, justement pour dire, dans le cadre de la positivation, c'est-à-dire de la laïcisation des États qui se construisent et du droit positif, ils peuvent avoir participé au jeu, mais ils sont de plus en plus déclassés par des administrateurs qui n'ont pas forcément fait des sciences islamiques, et du milieu du 19e, du dernier tiers du 19e au milieu du 20e siècle, ils sont vraiment à la marge. On le voit notamment dans les critiques d'un Taha Hussein dans les années 30, hein, qui dit vous pouvez encore prêcher, vous pouvez encore faire ça, mais vous n'êtes plus au centre du jeu. Et ils reviennent dans le jeu dans les années 50 du 20e siècle. Ils reviennent dans le jeu dans les années 50 du 20e siècle. Et une des manifestations un demi-siècle plus tard, c'est un projet qui est rédigé à El-Azhar par un comité ad hoc, à la demande du grand imam de l'époque, qui s'appelle Abdel Ali Mahmoud, et dit « Ok, il y a des constitutions maintenant, mais ce ne sont pas des constitutions islamiques. Je vous demande à vous de rédiger une constitution islamique. » Et en 1978, il valide le texte d'une constitution islamique qui explique bien ce qu'est le modèle intégral sunnite de l'époque. C'est-à-dire, il y a al-ahkam sharia, ça c'est le bloc. Qui dit ce que sont les ahkam sharia? C'est al-qada, c'est-à-dire le groupe des ulémas et des juristes. Le imam, c'est-à-dire celui qui dirige l'État, il ne peut rien contre les ahkam sharia, les prescriptions chariatiques. Il doit juste les appliquer. Par contre, il peut faire beaucoup d'autres choses. Il exerce le pouvoir. Et al-shab, al-amma, est chargé d'obéir et a des droits que dans ce cadre-là. Mais l'organe clé, ce sont les ulémas. Et plus spécifiquement les fuqaha, c'est-à-dire les juristes qui disent ce que sont les ahkam sharia. Donc le modèle est là. Et après, dans la déclinaison, il y a tout un tas de modalités qui fait qu'on va repasser du modèle idéal à la réalité concrète, qui n'est jamais le modèle idéal appliqué, mais qui peut s'en approcher. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas négliger ce modèle, parce qu'il y a des acteurs qui visent à s'en approcher. Je vais vous donner juste un exemple qui me paraît assez intéressant, parce qu'il nous ramène au contexte actuel. Il y a un an, pile, celui qui préside l'Assemblée des ulémas palestiniens, qui s'appelle Nawaf Taklouri, fait une émission de télévision avec un Afghan, et il est interrogé en Afghanistan, il fait un séjour en Afghanistan, et il est interrogé là-bas, et il dit, il y a un an, il est le président de l'instance des ulémas palestiniens. Il dit deux choses très intéressantes. Première chose, nous avons un pays. Notre corps doit battre pour ce pays et se battre pour ce pays. Watan, patrie même, c'est patrie. Watan, c'est pas balade, c'est la patrie. Mais il dit notre esprit, aql, et notre cœur, qalb, ne sont pas voués à ce watan. C'est la Oumma Islamiyya, c'est l'islam. Notre cœur et notre esprit doivent être voués à cet islam. Et dès qu'il dit, en fait, le cadre patriotique ou étatique, national, n'est pas le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est la Oumma Islamiyya. Et l'Afghanistan des talibans, pour lui, il y a un an, vous trouvez, c'est une émission d'une heure, hein, vous trouverez ça sur YouTube, c'est véritablement le modèle vers lequel nous, tous musulmans, nous devons tendre. Nous sommes dans le contexte de la guerre à Gaza et des massacres à Gaza.
c'est le représentant de cette instance-là. Vous voyez bien comment, ici, on a la force du modèle idéal, qui n'est pas du tout le cadre de l'État-nation définitif, qui n'est donc pas du tout intégré dans un processus de sécularisation, mais qui est véritablement, on tend vers là. On tend vers là. Et il dit à ces talibans, vous devriez avoir, en plus de votre conseil des ministres, un comité des olémas qui viennent du monde entier pour renforcer le caractère modélisateur de ce que vous êtes en train de réaliser en Afghanistan. Donc je ne parle pas du tout dans le vide ici, c'est concret et c'est assumé par une figure d'autorité religieuse. Merci Dominique pour ces exemples concrets. Comme Baudouin tout à l'heure d'ailleurs. Je crois que Baudouin veut réagir justement sur la question des élites religieuses et de leur marginalisation ou non justement dans le contexte actuel. Simplement, je dois signaler dans le chat une quasi-ijma, consensus, pour vous demander, Baudouin, de parler. On souhaite que vous fassiez un sermon Urbi et Orbi, donc de parler un petit peu plus fort au micro pour qu'on puisse bien entendre. Apparemment, c'est plus difficile dans le chat. On n'est pas vendredi, ce n'est pas la khutba, mais pourquoi pas. Ce que je voudrais dire, c'est pas vraiment une réaction, c'est une prolongation de ce que vient de dire Dominique sur cette question des élites et des élites religieuses, et de leur marginalisation ou de leur non-marginalisation. Je voudrais revenir sur deux exemples très illustratifs à mon avis. Premier exemple, c'est la Haute Cour constitutionnelle égyptienne et sa relation à l'article 2 de la Constitution égyptienne qui dit que les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation. Je vous passe les détails de cette histoire que je connais par cœur pour l'avoir enseignée pendant 15 ans, maintenant 20 ans, mais c'est une longue histoire très très subtile et complexe. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que la Cour constitutionnelle égyptienne affirme haut et fort que relativement à cet article 2 de la Constitution qui fait référence à la charia, c'est elle et nulle autre personne qui est en droit d'interpréter ce que veut dire la charia ou les principes de la charia. Elle est donc clairement, de ce point de vue-là, dans un processus de laïcisation, pour reprendre la distinction. Elle affirme que l'autorité religieuse n'est plus en charge de l'interprétation de la signification de la règle religieuse ou de la référence religieuse, mais que c'est l'autorité constitutionnelle qu'il est, puisque la religion a été constitutionnalisée. Je pense que c'est absolument marquant dans la description de l'évolution de la société et du passage d'un type d'élite religieuse à un autre type d'élite religieuse. Finalement, la Cour constitutionnelle s'arroge le droit d'être une élite religieuse, à sa façon, bien sûr. L'autre exemple, c'est celui exactement que vient de donner Dominique dans son intervention. La Constitution islamique. À quoi j'ajouterais une autre notion, celle de statut personnel. Des notions qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, mais qui reflètent un même mécanisme, qui est celui que j'ai tenté d'expliquer il y a un instant, c'est-à-dire cette positivisation de la façon de penser la règle religieuse et la relation à cette règle, et la référence à cette règle. Aujourd'hui, on ne peut pas penser l'organisation de l'État en contexte musulman en dehors de l'idée d'une constitution. Ça, c'est totalement fascinant. Bien sûr, il y a l'imam, bien sûr, il y a la Oumma, bien sûr, Oumma qu'on retrouve d'ailleurs dans la constitution tunisienne aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il y a ces références classiques de l'islam, mais la façon de penser ces références, elle, s'est complètement transformée. Je ne dis pas qu'elle est contraire, que c'est une contradiction, mais c'est une transformation radicale. On ne pense plus la règle religieuse en dehors des cadres de la pensée positiviste moderne. On parle en termes de constitution, on parle en termes de statut personnel. Statut personnel, c'est-à-dire les règles relatives aux droits de la famille dans un contexte musulman ou autre d'ailleurs. Ça peut, comme Aziadé le sait aussi bien que moi, ça peut concerner aussi les autres communautés religieuses, particulièrement en contexte d'État musulman. Mais ce que je veux dire, c'est que les règles relatives à la famille ne s'appellent pas droit du statut personnel
avant qu'un juriste égyptien du XIXe siècle crée cette traduction qui vient du droit romain, en passant par le droit civil français, qui oppose en matière de droit civil le statut réel et le statut personnel. Le statut personnel renvoyant pour l'essentiel aux règles relatives au mariage, au divorce, à la filiation, à la succession. Mais de nouveau, aujourd'hui, vous ne trouverez quasiment plus, en contexte musulman, un auteur susceptible de traiter de la famille autrement qu'en termes de statut personnel. J'en veux pour preuve l'exemple marocain, 1956-57, adoption d'un code de statut personnel par une commission qui est dirigée par un certain Allal al-Fassi, qui est connu pour être un conservateur, un réformiste musulman, mais un réformiste au sens salafiste, pas le salafisme d'aujourd'hui, mais le salafisme de l'époque, c'est-à-dire une conception littéraliste et authentique de l'islam. Eh bien, on pense le droit de la famille dans les termes du statut personnel. Et aujourd'hui, un peu plus tard, dans les années 2000, on adopte un nouveau code, non plus du statut personnel, mais de la famille, mais on adopte, pour régler les questions familiales, on adopte un code en bonne et due forme, qui va d'un article 1 à un article 400, l'article 400 disant ce qu'il faut faire quand les règles n'ont pas été édictées par le code. Et il renvoie aux principes prévalents dans l'école malékite. Mais qui va décider de ces principes prévalents dans l'école malékite? Ce n'est évidemment pas l'autorité religieuse, c'est l'autorité judiciaire. Et là, la boucle est bouclée. On voit bien que, d'une façon comme d'une autre, la positivisation est en marche dans le contexte des sociétés musulmanes. Je prends l'exemple du droit, mais cela vaudrait évidemment dans l'étude de bien d'autres champs normatifs. J'espère que l'article va être entendu. Très bien, là aussi on a des retours très positifs. Donc, voilà. Dominique, est-ce que vous pouvez simplement réagir immédiatement sur ce qui vient d'être dit? Parce que là on touche au cœur, je crois, de vos conceptions respectives. Non, mais je ne pense pas que vous ayez eu l'impression qu'on disait deux choses complètement différentes. J'insisterai sur le fait que ce que fait et ce que dit la Haute Cour constitutionnelle, mais Baudouin le sait beaucoup mieux que moi, est le résultat également d'un bras de fer avec El-Azhar. C'est-à-dire quand Mohamed Saïd El-Ashmawi défend le rôle de la Haute Cour constitutionnelle, il le fait en disant attention à El-Azhar, on veut remettre en question le dernier mot que j'ai. Donc c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Enfin, je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'État est le dernier mot de l'histoire. L'État n'est pas plus le dernier mot de l'histoire que tel empire n'était le dernier mot de l'histoire. Nous sommes dans une histoire en train de se faire, et donc il faut se garder de se dire qu'il n'y a rien d'autre après le cadre dans lequel nous sommes. Si vous allez du côté de Harvard et la Divinity School de Harvard, tout au long de l'année dernière, ce que l'on a enseigné aux étudiants, et c'est très intéressant parce que précisément ce n'est pas un cadre majoritairement musulman ou sous autorité musulmane, ce qui est enseigné, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a après l'État-nation et qu'est-ce que l'on promeut après l'État-nation. Donc tout le processus que l'on vient de décrire et qui est très fort et le socle est très solidement institué, mais il y a déjà des acteurs, enfin il y en a toujours eu. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans une université comme Harvard, à la Divinity School en tout cas, c'est remis en question. Et à l'échelle de l'humanité, il y a plein d'endroits où on remet en question ce cadre-là. Et quand je vous parlais tout à l'heure de Taklououli, alors je ne sais pas s'il est au courant de l'enseignement qui se fait à Harvard, mais lui, il a clairement dit que ce n'était pas la fin. L'État palestinien n'est pas le dernier mot. C'est au-delà qu'il faut penser. Donc je crois qu'il nous faut essayer de voir ça également dans une dynamique, pas simplement comme quelque chose d'acquis. Je crois que ça c'est très important. Et ce qui m'amène à un second point, et là nous sommes aussi visiblement d'accord avec Baudouin-Dupré, c'est-à-dire que tout le vocabulaire religieux ou le lexique religieux, ce n'est pas de l'enrobage pour parler d'autre chose. C'est véritablement quelque chose qui parle à l'intime des acteurs qui en parlent. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une étiquette pour faire un autre type de combat. C'est parce que certains le veulent vraiment, et ils ont parfaitement le droit de le vouloir vraiment. Je voulais insister sur ces deux points-là.
C'est-à-dire que ce n'est pas acquis, donc s'il y en a qui veulent le défendre, il faut qu'ils le défendent, et il y en a qui l'ont défendu, et ensuite ça a une charge, c'est-à-dire que ça a des conséquences. Voir la manière dont les oulémas se sont trouvés absolument démunis face à ce qu'a produit Daesh en disant les frontières des États-nations, c'est fini. Ils ont été démunis face à eux, du point de vue du discours. Du point de vue du discours. Merci. Voilà, il nous reste une demi-heure pour ma dernière question, peut-être très rapide, et ensuite ouvrir la possibilité pour les personnes présentes de poser leurs questions, maintenant que vous avez bien, je pense, saisi les approches de nos deux intervenants. Moi, je voulais simplement vous faire réagir à un débat un peu lancinant dans le champ des études sur l'islam, qui ont été, si vous voulez, constamment discutés, enfin un sujet qui a souvent été discuté, c'est en fait précisément la norme religieuse musulmane comme explication du déclin au plan politique et économique. Je dis lancinant parce que bien sûr j'ai en tête les fameux ouvrages de Timur Kuran que vous connaissez certainement. C'était, alors j'ai plus l'année exactement en tête, mais elle va me revenir, ou alors je vais trouver immédiatement mes notes et pouvoir vous la mentionner. Et oui, voilà, et surtout le titre de Long Divergence, How Islamic Law Held Back the Middle East, donc ouvrage de Timur Kuran, Princeton University Press 2011, où on peut retrouver aussi ce schème explicatif dans What Went Wrong, The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East, de Bernard Lewis, ça c'était en 2002, donc avant, bien avant, chez Harper. Et donc récemment, Ahmed Kourou, dans un ouvrage publié aux éditions Fenêtre, l'année dernière donc, et je vois que l'éditeur est ici présent, Mehmet, et qui a été publié, lui, en anglais au Cambridge University Press sous ton contrôle, c'était en 2019, s'approprie ce débat et y répond, enfin propose ses schèmes explicatifs à lui. On pourrait aussi citer un autre ouvrage récemment paru, toujours chez le même éditeur, je promets que je ne touche aucun droit ni quoi que ce soit, donc qu'est-ce que l'islam, de Shahab Ahmad, à la recherche d'un nouveau paradigme. Mais je vais me contenter de citer Ahmed Kourou pour vous faire réagir finalement, puisqu'on retrouve ces notions de théologico-politique, si vous voulez, et d'alliance du politique et du séculier comme schème explicatif. Alors, voilà, c'est page 18, c'est sa thèse en fait. Bon, bien sûr, après il développe sur des centaines de pages, mais donc c'est l'intertitre est intitulé donc l'alliance entre les oulémas et l'État, et il dit ceci: je soutiens que les relations entre les classes religieuses, politiques, intellectuelles et économiques ont été le moteur principal des changements et de l'inversion des tendances quant au niveau de développement dans le monde musulman et en Europe occidentale. En général, au début de l'histoire musulmane, les savants musulmans considéraient les liens étroits avec les autorités politiques comme une forme de corruption. Ils préféraient trouver des financements dans le commerce et entretenaient des relations privilégiées avec les marchands. D'après une analyse que je développerai plus loin, du 8e au milieu du 11e siècle, 72,5% des savants musulmans ou des membres de leur famille travaillaient dans le commerce ou l'industrie. Voilà, et donc après je ne peux pas citer plus avant, mais il développe en disant que la problématique, c'est précisément l'alliance qui s'est mise en place après cette époque-là entre élite religieuse et élite politique pour s'auto-légitimer les uns les autres, qui a expliqué le déclin au plan de la production, alors pas seulement économique, mais de la production de la pensée critique, etc., dans les pays à majorité musulmane. Bon, voilà, il développe. Est-ce que maintenant qu'on a bien en tête, si vous voulez, vos schèmes explicatifs à vous, vos approches de la normativité et du discours religieux dans un espace positivisé, est-ce que vous avez vous-même des réponses à apporter à ces schèmes explicatifs-là?
essayer d'être très bref. D'une part, moi je ne m'intéresse pas à définir l'islam et c'est les musulmans. Pour moi, l'islam est ce que les gens disent que l'islam est, ce qui est une parfaite non-réponse. Mais c'est en même temps un très bon reflet, un très bon reflet de l'attitude émique que je soutiens et de l'attitude ethnométhodologique que je soutiens. Pour moi, le droit musulman n'est autre que ce que les gens désignent comme étant du droit musulman. Ce n'est pas à moi, en tant que chercheur, de définir ce qu'est le droit musulman in abstracto. La réponse n'est pas une réponse, mais en même temps, d'un point de vue épistémologique, extrêmement claire. Donc je ne répondrai pas, je ne dirai pas ce qu'est l'islam, je ne dirai pas ce qu'est un musulman. Par ailleurs, je pense que le terme islamicate, auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, est une forme de réponse aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne se relèvent pas stricto sensu de l'islam, mais qui néanmoins ont été développées dans des contextes où l'islam était dominant d'une façon ou d'une autre. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il n'y a pas une relation, qui est une relation peut-être indirecte, mais une relation quand même, entre ce qui a été développé dans ce contexte-là et la référence à l'islam de manière générale. Donc, dernier point, les schèmes explicatifs. Je me méfie des schèmes explicatifs, surtout sur le long terme. Je crois que la longue durée, telle que Brodel l'envisageait, n'est plus tout à fait de mise et problématique. Et j'aime beaucoup le livre de Timur Kuran, The Long Divergence, mais je pense qu'il pose des problèmes aussi épineux que les problèmes qu'il tente de régler par ailleurs. Les schémas explicatifs ont tendance à réifier les choses, à essentialiser les choses. Et dire que c'est dans le droit musulman que se trouvent les causes profondes de l'arriération économique des États à majorité musulmane aujourd'hui, je pense que c'est une essentialisation du droit musulman. Et il y a bien des techniques de la finance islamique qui semblent aujourd'hui contredire ce que Timur Kuran affirme comme étant proprement islamique et proprement la cause de l'arriération économique des pays musulmans. Je crois que je sache, l'Arabie Saoudite n'est pas financièrement, économiquement arriérée. Et ils ont trouvé, on a développé beaucoup d'ironie au sujet des outils développés en contexte musulman pour faire de la finance malgré les interdits. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont extrêmement performants à leur façon. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que notre cher président Trump s'intéresse autant aux pays du Golfe actuellement. Ce n'est pas parce qu'on a affaire à des pays musulmans arriérés économiquement, mais c'est exactement pour la raison inverse. Voilà. Là encore, je vais aller avec d'autres mots dans le sens de ce que vient de dire Baudouin-Dupré. Qu'est-ce qui est concrètement un savant musulman de l'an 750 ou de l'an 100 de l'Hégire et un savant musulman de 2022 ? Quels sont les rapports entre les deux et est-ce qu'on peut faire une ligne de continu entre les deux ? C'est vraiment extrêmement différent et donc il faut penser les choses de manière beaucoup plus complexe, fine, plutôt que, me semble-t-il, dresser de grands schémas. Ce qui est intéressant dans la thèse de Kourou, à l'encontre des tout un tas de thèses qui sont portées en disant nos difficultés viennent de l'extérieur, sa thèse consiste à dire commençons par regarder ce qu'il y a chez nous et regardons ce qui est fait chez nous. Donc ça, de ce point de vue-là, la thèse est intéressante. Après, je ne suis absolument pas convaincu, sans être spécialiste, que Bagdad a été construit par des savants commerçants. Nier la part de butin de guerre et de forces militaires et de conquête pour construire la ville de Bagdad et forger son rayonnement, ça me paraît absolument essentiel. Donc on ne peut pas passer par pertes et profits cette question de la conquête pour expliquer le rayonnement initial des premiers temps de l'islam. Donc c'est véritablement avec cette force économique-là. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire s'interroger, par exemple, on a tous à l'esprit la question du mouvement des traductions, de la récapitulation et de la création et de la créativité de la pensée islamique au 8e, 9e, 10e siècle. Il faut s'interroger aussi sur les sélections opérées. Une question toute simple que je me suis posée
pourquoi, alors qu'ils sont en contact avec le monde chinois, ces traducteurs s'intéressent à traduire du grec ou du syriaque vers l'arabe et ils ne traduisent rien du mandarin vers l'arabe. Rien. Pas avant le XXe siècle. C'est quand même phénoménal. Il n'y a quasiment aucune source là-bas. Donc il faut s'interroger là-dessus. Quels sont les choix qui ont été opérés à ce moment-là et qu'est-ce que ça a produit? Et quand vous comparez ensuite avec d'autres univers religieux et culturels, ce que font les Européens à partir du 15e, 16e, 17e siècle, ils vont partout et ils traduisent tout. Ils traduisent tout. Alors ils se l'approprient après, ils font la même chose. Hein, ils s'enrichissent de ça, ils créent à partir de ça. Mais il y a des éléments intéressants de comparaison, c'est-à-dire ce que font la force, ce que fait cette force autour de Bagdad au IXe siècle et ce que font des villes italiennes ou allemandes, françaises et anglaises au XVIe et XVIIe siècle. La comparaison ici me semble très intéressante. Merci Dominique. Donc, et Baudouin, merci d'avoir partagé vos approches, donc je dirais pas respectives mais complémentaires. Et on voit tout de suite comment un sujet polémique dans d'autres champs peut être traité de manière intelligente et dépassionnée quand on lui restitue sa complexité et son caractère polymorphe. Donc il nous reste 20 minutes pour prendre des questions dans la salle d'abord et puis après le chat. Et on n'a pas de micro, donc voilà, je vais vous demander de les formuler assez fort. Enfin, tant qu'on l'entend ici, c'est bien. Et puis moi, nos amis qui sont dans le chat, je leur écrirai éventuellement si les questions ne sont pas trop longues. Alors on va... En tout cas, pour ceux qui sont devant, oui, si c'est possible, on le fera. Donc, mademoiselle, ensuite Haroun. Je sais pas s'il arrive. Si ça arrive. Voilà, les autres, n'hésitez pas. Non, hein. On en a deux, j'en ai vu deux, j'en ai peut-être oublié d'autres. Pour le moment, 2, 3 et Asiadé 4. On fait comme ça. Allez-y, je vous en prie. Vous vous présentez rapidement. Oui. Alors, je m'appelle Sibylle, en référence à la reine Sibylle de Jérusalem, qui était la sœur de Baudouin le Lépreux. Voilà, et je suis aussi depuis mon enfance passionnée par la religion comparée et le dialogue interreligieux. Et je suis ancienne étudiante de l'ICP, je reconnais plusieurs de mes professeurs qui j'espère me reconnaissent aussi. Je suis très heureuse d'être là et j'ai beaucoup apprécié les interventions. Et en particulier, le concept d'ethnométhodologie que je découvre avec ce que j'ai compris cette question. Comment est-ce que nous passons d'une règle de droit écrite ou orale en théorie à la pratique et pourquoi est-ce qu'on la met en pratique ainsi? Et alors pendant très longtemps, je pensais continuer des études et de recherche sur le lien entre le christianisme et l'islam, avant de me rendre compte que je préférais le christianisme et le judaïsme. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent au niveau du droit, de l'économie, de la finance. Et en fait, ma difficulté aujourd'hui, c'est tout ce que vous dites est tellement intéressant. Et je me dis, est-ce que c'est applicable à d'autres religions, liens entre les religions, comme l'ethnométhodologie, juste le Ralph de Charles de Courson qui expliquait comment l'État français n'appliquait pas notre droit. Et en fait, pouvez-vous me dire, messieurs les islamologues, est-ce que toutes vos recherches et votre intelligence peuvent être appliquées pour des gens qui préfèrent d'autres choses que l'islam? Merci. On va prendre 2 par 2 les questions. Comme tu es sur le chemin, Asiadé, si tu veux poser tout de suite. Bonsoir. Je dois me présenter aussi. Du coup, Asiadé Zemirli. Allez, pour faire simple, chercheuse en droit, si vous voulez bien, et ancienne membre de l'ISTR. J'avais une question pour Dominique Avon, mais c'est une question de curiosité au sujet de Takruri. À quel point son discours est audible au sein de la population palestinienne, d'abord, mais aussi au sein du Hamas, au sein des autorités politiques, enfin... Comment un discours comme celui-ci est accueilli, notamment en ce moment, quoi. Enfin... Je l'ai pas étudié, donc je peux pas Ah, bon. Grosse frustration, du coup. Après, je vais le faire passer. On peut déjà commencer à répondre aux 2 premières questions.
une grande annonce à faire, l'ethnométhodologie est universelle. Donc elle ne se concerne pas exclusivement le droit, elle ne concerne pas exclusivement l'islam. D'ailleurs, elle ne s'est jamais intéressée à l'islam jusqu'à ce que, par chance, par hasard, je m'y intéresse moi-même de cette façon-là. Donc l'ethnométhodologie, ça s'est développé comme une sociologie alternative, cette idée de respécification. On part de la façon que la sociologie a eu jusqu'à présent de traiter de tel et tel sujet, et on le respécifie dans cette perspective émique, dans cette perspective du comment les gens de l'intérieur font pour se reconnaître un objet, s'entendre les uns avec les autres, être compris et agir. Donc ça marche parfaitement pour le judaïsme. Enfin, il reste à poser les questions, hein, parce que judaïsme, christianisme, c'est pas plus des entités que je perçois bien que l'islam. Je veux dire, là, on a affaire à une somme de réification extrêmement importante qui nous appartient à nous, chercheurs, de décomposer, de traiter, d'analyser, de décortiquer. Sans empiéter sur la réponse que fera Dominique dans un instant, sur la question d'Aziédé, je crains que les circonstances ne soient pas favorables à la réception de ce genre de pensée critique. Les Palestiniens ont bien des chats à fouetter et sans doute malheureusement pas la question du statut de l'islam, et plus la guerre continue, plus le conservatisme l'emportera. On n'imagine pas des sociétés libérales en contexte de guerre et en contexte, on peut le dire, d'oppression massive. Alors sur le second point, pour compléter ce que j'ai dit de Taklouli et de cette émission, il dit dans le cours de la même émission que les États arabes vivent sous occupation à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils sont dominés en fait par des puissances extérieures. Il faut les libérer. Et la Turquie idem. Donc c'est très intéressant parce qu'il est véritablement dans un schéma d'islamisation globale et rien que le fait qu'il y ait des États frontières pose un problème, y compris les critiques, nommément l'Arabie Saoudite. D'accord ? Donc le modèle taliban est intéressant parce qu'il dit vous avez déjà pensé hors frontières et vous voulez exporter hors frontières votre modèle. Alors Taklouli est quelqu'un qui a beaucoup navigué déjà. On le voit en Asie centrale. Vous avez des vidéos de lui, je ne sais plus si c'est au Kazakhstan ou pas. Donc c'est quelqu'un qui pense islam global. D'accord ? Tout en étant très ancré dans le combat palestinien. Comme Azzam pouvait être à la fois ancré dans le combat palestinien et se battre comme Moudjahidine contre les soviétiques dans les années 80. Si vous voulez, c'est pas des combats incompatibles, c'est en fait l'islam contre le reste du monde. D'accord ? C'est de cet ordre-là l'origine de son discours. Sur le second point, je vais prendre un exemple tragique, c'est-à-dire absolument dramatique dans le contexte actuel. En 2009, pour le judaïsme, en 2009 est publié un traité qui s'appelle la Torah du roi, Torah Ameler. La Torah du roi, écrit par deux rabbins, notamment le rabbin Shapira. Plusieurs chapitres, deux parties, plusieurs chapitres, et dans un des chapitres, il s'agit de justifier la mort des bébés de l'ennemi parce que ce sont des futurs ennemis. Donc, conception intégrale ici du judaïsme à partir des lectures. Arrêté, finalement mobilisation de rabbins libérés parce que son discours n'est pas un discours de haine, c'est un discours qui s'appuie sur la tradition rabbinique, donc on ne peut pas le juger pour ça. Vous voyez un peu la logique, y compris du système judiciaire, c'est allé jusqu'à la haute cour, et le magistrat a décidé d'arrêter les poursuites. Puis il y a des associations israéliennes juives qui ont dit non, ça ne va pas, ils relancent, et à nouveau ça s'est arrêté. Le dernier mot est très récent, il y a quelques semaines, un député à la Knesset, qui est lui-même rabbin, dit devant les autres députés, comment pouvez-vous croire, et il parle en tant que député et rabbin à partir du référentiel rabbinique, comment pouvez-vous croire que chez les Palestiniens, il n'y a pas un seul enfant innocent ? Quel type de discours pouvez-vous dire que ça ? Et le président de la Knesset, vous avez également la vidéo sur YouTube, le président de la Knesset dit, bon, ça va, c'est fini. Il essaye de me faire taire. L'autre dit, non, je vais aller jusqu'au bout. Donc ici, vous avez cet enjeu-là, du rapport à la tradition juive, qui est important. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que
Quand on parle en tant qu'acteur religieux au nom de la religion, ça a des effets. Hein. Ça a des effets qui peuvent être absolument extraordinaires en matière de solidarité, d'expression artistique, et ça peut avoir des effets absolument violents et tragiques, ce qui est le cas. Mais qu'on ne me fasse pas dire que le religieux n'est qu'un enrobage. Ce n'est pas simplement un enrobage ici. Merci Dominique. Je sentais que c'était la fin. Monsieur, peut-être pour votre question, si vous voulez passer devant. Merci, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Je vous remercie pour vos interventions qui étaient intéressantes. Je m'appelle Aaron, je suis étudiant en licence 1 d'humanité à l'Institut catholique de Paris. Et j'aimerais vous poser 2 questions. La première, c'est justement en fait sur l'Arabie Saoudite. Récemment est mort le grand moufti Abdelaziz El-Shir. Donc c'est quelques semaines plus tard, le prince héritier a nommé Saleh Al-Fawzan pour le succéder. Et ce qui me paraît paradoxal, c'est que Saleh Al-Fawzan est connu pour ses positions très conservatrices. Et pourtant, récemment, l'Arabie Saoudite a annoncé ouvrir son premier magasin de bière sans alcool. Donc la question est la suivante, est-ce que le paradoxe entre le pouvoir religieux qui est lui conservateur et la politique menée par le prince qui est gardien des lieux saints de Haramain peut paraître contradictoire dans le contexte actuel? Et la seconde question, c'est pour M. Dupré. Vous avez parlé du code de la famille. J'aimerais rebondir cette fois sur le cas algérien, le code qui a été adopté sur le président Benjedid en 1980. Est-ce que vous pensez que ça a été adopté pour des raisons purement religieuses, ou alors est-ce qu'on peut imputer ça en fait sans caractère péjoratif aucun à la morale et aux mœurs en fait finalement du peuple algérien? Je vous remercie. On va prendre la dernière question de la salle ici. Il y aura une question dans le chat aussi avant de clôturer. Peut-être, si vous pouvez, sinon il faudra vous rapprocher. Et là, je pense qu'on est peux parler comme ça. Je peux parler comme ça. Alors, non, mais pour les vidéos. c'est pas grave pour les gens qui sont en visio parce que ça va être trop compliqué, je pense, techniquement. Ah bon, il ne s'agit pas pour moi de tout à fait de questions, mais si vous me permettez juste 2 petites observations pour abonder dans votre sens d'ailleurs. Je vous remercie de toutes ces précisions extrêmement intéressantes. Simplement, je pense qu'il y a, si vous me permettez, deux petits points supplémentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un premier problème pour nous ici, en général en Occident, et pour les personnes non arabophones, un problème de traduction des mots essentiels. Par exemple, ce qui m'a frappé tout à l'heure, quand on commençait notre réunion, on m'a parlé effectivement du clergé, le clergé et direction des institutions musulmanes. Comment on dit en arabe clergé? Est-ce qu'il y a un véritable clergé dans l'islam, surtout sunnite? Vous voyez, c'est un exemple très simple. Le deuxième exemple que je donne tout de suite, c'est le passage entre ulama ou bien fuqaha. J'étais très content, au bout d'un certain temps, d'entendre effectivement M. Dupré ajouter le terme fuqaha. Or, suivant les époques, fuqaha, ulama, il y a des différences, et pourquoi, ou alors le sens arabe profond de chaque terme qui est parfois utilisé, parfois non, suivant les époques. Et je termine mon observation en disant que, surtout dans ces domaines-là, dans nos pays arabo-musulmans, en règle générale, tout à fait, et de culture de ce côté-là, il y a un problème central qui est celui de l'époque. Qui était le gouverneur, qui était le système, qui représentait le système à l'époque? Parce que, suivant, si c'est la domination, par exemple, ottomane, sous les Ottomans, on ne peut pas avoir les mêmes lectures, les mêmes discours que celui qui pouvait être sous les Abbassides ou ensuite sous les frères musulmans, par exemple, en Égypte, etc. Donc, je me permets simplement de dire qu'ici, nous avons besoin en même temps, non les auteurs, les enseignants universitaires, etc., puissent donner en fait un écho un peu plus large à l'usage de ces termes très difficiles et qui vont être interprétés à la lumière de notre vision européenne beaucoup plus que de l'époque où c'était et où comment ça a évolué, pourquoi. Pardon. Merci. Sur la question de la oui, sur moi je ne répondrai pas vraiment, mais je répondrai
je tenterai d'apporter des éléments de réponse sur l'Arabie Saoudite. Avec le prince héritier, on observe un jeu extrêmement intéressant entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire qui, jusqu'à l'émergence du prince héritier, semblait avoir la haute main sur les affaires juridiques du royaume. Pouvoir judiciaire qui semble au contraire à présent sous l'impulsion du prince héritier largement marginalisé. Et l'adoption du code de la famille est de ce point de vue-là particulièrement intéressante. Quelque chose qui était totalement inenvisageable précédemment parce que l'opposition radicale du pouvoir judiciaire, du clergé, à toute forme de codification de la norme islamique, tout d'un coup, ça devient possible parce qu'il y a marginalisation du clergé. Je reviendrai dans un instant sur le terme clergé qui pose évidemment problème. Mais donc aujourd'hui, il peut très bien nommer un conservateur et une personne éminemment conservatrice à la tête du clergé, dans la mesure où cette personne, sera quand même totalement soumise à la primauté du pouvoir politique sur le pouvoir religieux, et deuxièmement, le fait que le pouvoir religieux étant marginalisé, peu importe finalement qu'il soit extrêmement conservateur, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui aura le dernier mot sur les affaires. Ça, c'est ma réponse par rapport à l'Arabie Saoudite. Sur la question des mots-clés, c'est une question évidemment centrale, fascinante, et par rapport à laquelle il faut se garder de toute forme d'essentialisation. Fiqh, ça veut dire aussi bien la jurisprudence islamique, moi je l'appelle même pas jurisprudence islamique, je l'appelle la doctrine juridique, parfois entre parenthèses juridique, parce que ça va au-delà du droit, la doctrine islamique, le fiqh, la connaissance que l'homme peut avoir de la charia. C'est ça le fiqh. Mais aujourd'hui, fiqh, vous allez en faculté de droit, le fiqh c'est la doctrine, de manière générale la doctrine juridique, indépendamment de la religion. Donc le même mot peut acquérir des sens extrêmement variés, et donc il faut se garder de l'effet réificateur de la traduction. En revanche, on reprend les usages en contexte d'un terme, et là on accède à des choses extrêmement intéressantes. Mais prenez le terme shara'i. Voilà un terme particulièrement problématique. Shara'i, ça renvoie à la charia. Donc on pourrait dire que l'adjectif shara'i nécessairement connote le renvoi à la charia. Sauf que shara'i, ça s'emploie aussi pour attiba shara'i, la médecine légale. Et voilà que le mot shara'i a acquis au XIXe siècle, ce fameux XIXe siècle, a acquis une signification juridique, mais a perdu complètement sa signification religieuse. Autre terme dérivé de shara'i, tashri'a, législation. Législation qui peut être parfaitement séculière. D'ailleurs, 99% de la législation des pays musulmans est séculière, au sens où on se fiche éperdument en droit notarial, en droit fiscal, en droit commercial, en droit public. La plupart du temps, on se fiche éperdument de la référence islamique. Ce n'est que dans le droit de la famille et quelques excroissances supplémentaires qui tendent peut-être à se multiplier, mais ce n'est que marginalement qu'on s'intéresse à la référence à l'islam en droit. Mais tashri', c'est un terme qui signifie législation au sens le plus banal du terme, même s'il est étymologiquement dérivé du shara, qui est la loi avec un L majuscule. Il y aurait des choses encore à dire, mais on va continuer avec Dominique. Non, c'est il nous reste simplement... 5 minutes. Non, c'est de dire qu'il faut contextualiser les choses. Deux points là encore qui vont dans le sens indiqué par Baudouin Dupré. Depuis la fondation du royaume d'Arabie Saoudite, il y a cette tension entre la dynastie d'un côté et le magistère religieux, je ne vais pas l'appeler clergé, magistère religieux parce qu'il y en a un de magistère de l'autre. Le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite n'avait pas pu imposer un code commercial qu'il souhaitait, parce que le magistère religieux disait non, pas question de codifier. Et on voit bien, comme vient de le dire Baudouin, qu'avec le code de la famille, on est déjà dans un tout autre monde. C'est-à-dire que l'État et la dynastie, en fait, ici, a pris la main là-dessus. Fawzan, c'est pas quand même... ça a quand même des effets, sa nomination, y compris en France. C'est-à-dire, si on suit un peu les réseaux sociaux, la nomination de Fawzan
on a trouvé en France des affirmations qui disaient « Ah, enfin voilà quelqu'un qui dit ce qu'est le véritable islam ». Je rappelle que Fawzan est celui qui a expliqué que Mohammed et Aïcha, Mohammed avait épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ça, vous avez la vidéo également que vous trouvez. Donc, des gens se sont réjouis que ce monsieur-là soit nommé là. Mais je suis d'accord avec Baudouin, c'est-à-dire, en fait, celui qui a le dernier mot, c'est, pour l'instant en tout cas, le prince héritier, peut-être pas demain. Sur la question des traductions, j'y suis extrêmement sensible. Précisément en ayant travaillé sur cette notion de liberté de conscience, où initialement je trouvais tout un tas d'interlocuteurs qui disaient mais oui, mais nous avons également la liberté de conscience, etc. Et quand on creusait, mais on ne parlait pas du tout de la même chose. Et y compris en langue arabe, quand dans le texte de la constitution libanaise en langue française, qui est le texte original, vous avez la liberté de conscience est absolue, et quand dans le texte en arabe, qui est la version officielle, c'est c'est pas la liberté de conscience, c'est pas Hurriyat al-Damir. Et donc il fallait montrer que la traduction, justement, avait changé le sens. Et c'est pas pour rien que c'est un Libanais qui, lors du conseil de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit à Eleanor Roosevelt, écoutez, si pour vous, religious freedom et liberty of conscience, c'est la même chose en contexte états-unien, en contexte arabe, c'est absolument pas la même chose. Donc il faut les deux termes. Voilà un exemple d'enjeu de traduction sur une question absolument fondamentale, qui est celui de la liberté individuelle de croire, de ne pas croire, de changer de religion ou de conviction. Je ne vais pas plus loin, mais si on veut une question. Merci beaucoup Dominique. Donc nous approchons les 20h, mais on ne peut pas ne pas rendre justice à ceux qui sont restés avec nous dans le chat. Alors on a une question en plus assez générique, peut-être une question d'étudiant. Bonsoir, s'il vous plaît, qui sont les précurseurs de l'approche de la normativité islamique et quelle est la pertinence de cette théorie dans le monde contemporain? Alors c'est plus un champ d'étude, un objet d'étude qu'une théorie, mais voilà, Baudouin, qui a écrit notamment le manuel Droit et sciences sociales, a une réponse pour cet étudiant. Moi, je vais pas vraiment répondre à la question comme d'habitude, mais je vais donner une piste de réflexion qui me semble intéressante sur cet objet de la norme plutôt juridique, en contexte musulman, comment l'approcher. Et bien sûr qu'il n'y a aucune théorie chez moi dans ma façon de... Je suis contre les théorisations, et l'ethnométhodologie n'est pas une théorisation de théorisation du social. Mais Feu Brinkley Messick, un excellent anthropologue historien anthropologue, l'anthropologie historique du Yémen, contemporain, mais qui s'arrête grosso modo à la fin de la royauté, de l'imama. Brinkley Messick, dans son dernier livre, Sharia Scripts, établit une distinction qui me semble fondamentale dans le traitement que l'on peut avoir de l'activité normative et particulièrement juridique en contexte musulman. Il distingue d'un côté la bibliothèque et de l'autre côté les archives. Et il dit, la bibliothèque c'est quoi? C'est la production savante. Dans le domaine du droit, dans le domaine du fiqh, dans le domaine de la charia, c'est la production savante. C'est celle qu'on connaît en général. Ce sont les lignées de grands ulama, fuqaha, qui ont rédigé des traités, des commentaires, des abrégés sur des sujets intéressants à la doctrine juridique islamique. Et à côté de ça, il y a les archives, qui sont toute cette littérature grise qui a été produite par des juges, par des notaires, par des acteurs du droit de telle et telle compétence, dans tel et tel objectif pratique, pour produire une décision de justice, pour produire un acte certifié, pour produire un témoignage, pour toute une série d'activités. Mais autant de personnes, toute une littérature qui n'a acquis aucune postérité, qui n'est là que pour faire fonctionner la machine juridique. Ce qui est intéressant, nous dit Messick, ce n'est pas de prendre seulement la bibliothèque ou de ne prendre que les archives, ce n'est pas de faire de l'islamologie pure en quelque sorte ou de faire du sociologisme pur
d'autre part. Ce qui est intéressant, c'est la relation que les archives ont entretenue avec la bibliothèque. Et cette relation, elle doit se décrire cas par cas, elle ne peut pas se traiter en généralité. Mais il nous montre très bien comment les règles énoncées dans les ouvrages de Firk font l'objet d'interprétations que l'on peut comprendre, sinon on est versé dans ces ouvrages de Firk, font l'objet d'interprétations, de références, de référencements, de mise en œuvre variées, explicables contextuellement et inexplicables si on ne prend pas en considération le contexte précisément dans lequel cela se produit. La bibliothèque et les archives dans leur relation et non pas dans leur opposition, dans leur antagonisme. Merci Baudouin. Il est 20h, mais un mot de la fin pour Dominique. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais je voudrais qu'on ne s'arrête pas à la question de la normativité et qu'on pense à, derrière la normativité, il y a des questions de représentation. Représentation du monde, celui-ci et l'au-delà, représentation de différents mondes dans l'espace infralunaire et représentation de l'altérité. Toutes ces normes-là sont sous-tendues ou travaillées par des représentations de soi et de l'autre non musulman, de l'autre non croyant, de l'autre... Et il faut vraiment s'intéresser à ça. C'est-à-dire, même si la norme n'est pas appliquée telle qu'elle, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit, mais ça dit beaucoup de la manière dont on pense et on se représente l'autre, et donc des rapports que l'on entretient avec lui. Donc ça, c'est très important. Parfait, il est 20h02. Merci à nos deux intervenants d'abord. À vous qui étiez présents ce soir et toujours à la cinquantaine de personnes qui est restée jusqu'à la fin en visio. Voilà, merci encore, à très bientôt. Au revoir.